Si vous avez grandi en France, il y en avait une dans la cour, ou chez les voisins. Une Renault 4, la 4L. Le levier de vitesse qu'on tirait à travers le tableau de bord, l'odeur du Sky chauffé au soleil, le haillon qu'on claquait avant de partir en vacances. À son apogée, elle s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires, dans plus de 100 pays, assemblés sur presque tous les continents. La deuxième voiture française la plus produite de toute l'histoire. Elle avait survécu à la disgrâce de son fondateur, survécu à la nationalisation sanction de son constructeur, survécu à la quasi-faillite et à l'assassinat de son patron. Et puis, à la fin de 1992, après 31 ans, les chaînes se sont arrêtées. Comment la voiture la plus vendue de l'histoire de France a-t-elle pu, du jour au lendemain, simplement cesser d'exister ? Chapitre 1. Le souvenir et la rumeur. Il y en a eu une dans votre vie. Peut-être celle du facteur, jaune et cabossé, qui remontait le chemin à 9h avec le courrier posé sur le siège passager. Peut-être celle de vos parents, bleus ou beige, dans laquelle vous êtes partis en vacances, le coffre bourré jusqu'au plafond, la valise sanglée sur la galerie, et vous, à l'arrière, sur la banquette de Sky qui collait aux jambes l'été. Vous vous souvenez du levier de vitesse qui sortait du tableau de bord comme une canne de parapluie, de ce geste qu'il fallait pour l'engager, tirer et pousser plutôt que remuer. Vous vous souvenez du roulis dans les virages, cette manière qu'avait la voiture de se pencher comme un bateau sans jamais vous trahir. Vous vous souvenez du bruit du haillon qui claquait, c'était la Renault 4, la 4L. La voiture qui n'appartenait à personne parce qu'elle appartenait à tout le monde. 8 135 424 exemplaires. C'est le chiffre exact. Fabriquée pendant 31 ans, vendue dans plus de 100 pays, assemblée sur presque tous les continents, elle est la deuxième voiture française la plus produite de toute l'histoire. Le curé de campagne l'avait, le gendarme l'avait, l'agriculteur, l'artisan, l'étudiant, la jeune mère de famille, tous l'avaient. Elle a motorisé la France des campagnes, comme la 2 chevaux avait motorisé celle d'avant, mais en plus moderne, en plus pratique, avec un haillon et un vrai volume de chargement. On disait qu'on pouvait la réparer avec une clé de 12. On disait que sa carrosserie tenait sur seulement 16 boulons. On disait que c'était une voiture qu'un homme comprenait, parce qu'elle avait été pensée pour être comprise. Et puis, à la fin de l'année 1992, elle a disparu. Pas peu à peu, pas dans l'indifférence, d'un coup. Les chaînes se sont arrêtées et la voiture la plus vendue de l'histoire de France a cessé d'exister. On en fabriquait encore, on en achetait encore. Et pourtant, un beau jour, Renault a décidé que c'était fini. Alors une histoire a commencé à circuler. Une histoire qu'on entend encore aujourd'hui, dans les rassemblements de collectionneurs, sur les forums, dans la bouche des passionnés qui restaurent leur 4L le dimanche. L'histoire dit ceci. Renault a tué la 4L exprès. Renault a délibérément détruit une voiture qui marchait, qui se vendait, qui ne demandait qu'à vivre, parce qu'une voiture qu'on répare soi-même avec une clé de 12, c'est une voiture qui ne rapporte rien. Pas de garagiste, pas de pièces, pas de rendez-vous à l'atelier. On aurait donc décidé, quelque part dans un bureau, de s'aborder la voiture du peuple pour la remplacer par des modèles plus complexes, plus électroniques, impossibles à entretenir sans passer par la marque. On aurait sacrifié la simplicité sur l'autel du profit. C'est une belle histoire. Elle a le mérite de désigner un coupable. Elle console. Elle est fausse. Ou plus exactement, elle est fausse dans ce qu'elle affirme, et profondément vraie dans ce qu'elle ressent. Car derrière cette rumeur tenace, il y a un vrai deuil, une vraie perte et une vraie trahison. Mais aucune ne ressemble à celle que raconte la légende. La vérité est plus compliquée. Elle est plus triste aussi. Et elle ne se joue pas dans un bureau de comptable. Elle se joue sur une île, au milieu de la Seine, dans les faubourgs de Paris, là où pendant près d'un siècle, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ont bâti l'une des plus grandes usines que la France ait jamais connue. C'est là que naît la 4L. C'est là aussi que meurt le monde qui l'avait fait naître. Alors laissez de côté, un instant, ce que vous croyez savoir. Et remontons au commencement. Non pas à la voiture, mais à l'homme qui a construit l'île. Chapitre 2. L'homme de l'abri de jardin. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans un endroit minuscule. Pas une usine, pas un atelier. Un abri de jardin au fond d'une propriété familiale de Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris, à la toute fin du XIXe siècle. Nous sommes en 1898. Un jeune homme de 21 ans passe ses nuits penché sur un moteur.
Il s'appelle Louis Renault. Il n'est pas ingénieur diplômé, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas de fortune personnelle à risquer. Ce qu'il a, c'est une obsession et deux mains. Depuis l'adolescence, il démonte, il bricole, il transforme. Son père, un négociant prospère en boutons et en textiles, aurait voulu pour lui une carrière plus rangée. Mais Louis ne s'intéresse qu'à une chose, le mouvement. Comment faire avancer une machine, mieux, plus vite, plus simplement que les autres? Dans cet abri de jardin, il conçoit une petite voiturette. Sa trouvaille, ce n'est pas le moteur. Il l'achète tout fait, un 2 dions bouton. Sa trouvaille, c'est la transmission. Là où ses concurrents transmettent la force du moteur aux roues par des chaînes ou des courroies, lui invente ce qu'on appellera la prise directe. Un arbre qui relie directement la boîte de vitesse aux roues arrière. C'est plus efficace, plus silencieux, plus fiable. Il dépose le brevet. À 21 ans, sans le savoir encore, il vient de poser la première pierre d'un empire. La légende veut que tout se soit joué le soir du réveillon de Noël, en 1898, dans une rue en pente de Paris, la rue Le Pic, à Montmartre. Louis Renault aurait parié avec des amis que sa voiturette pouvait grimper la côte. Elle l'a grimpée. Et le soir même, il serait reparti avec ses premières commandes en poche. L'anecdote est trop belle pour être tout à fait exacte, mais elle dit quelque chose de vrai. Cette petite voiture montait là où les autres calaient. Elle faisait ce qu'on ne croyait pas possible. Et les gens ont voulu l'acheter. L'année suivante, en 1899, l'entreprise naît officiellement. Mais attention, elle ne porte pas le nom de Louis. Elle s'appelle Renault Frères, et elle est fondée par ses deux frères aînés, Fernand et Marcel. Louis, le génie mécanique, le cerveau de l'affaire, n'est au départ qu'un employé de la société qui exploite ses propres brevets. Ce sont ses frères qui apportent le capital, qui tiennent les comptes, qui gèrent le commerce. Lui, il fabrique. Cette répartition en dit long sur l'homme. À ce stade, Louis Renault veut construire des voitures, pas diriger une entreprise. La direction viendra plus tard, et elle viendra dans le deuil. Car pour vendre des automobiles, en ce début de XXe siècle, il faut les faire connaître. Et le meilleur moyen de les faire connaître, ce sont les courses. Les grandes courses de ville à ville qui enflamment l'Europe. Paris-Bordeaux, Paris-Berlin, Paris-Vienne. Les frères Renault courent, et ils gagnent. Marcel, surtout, est un pilote redoutable. En 1902, il remporte Paris-Vienne au volant d'une Renault légère, battant des voitures bien plus puissantes. La marque devient célèbre. Les commandes affluent. Et puis vient 1903. La course Paris-Madrid. La plus ambitieuse, la plus dangereuse jamais organisée. Des centaines de milliers de spectateurs massés sur des routes ordinaires, sans protection, tandis que les voitures filent à des vitesses que personne n'a jamais vues. C'est un carnage. Des pilotes meurent, des spectateurs aussi. Les autorités arrêtent la course à Bordeaux. Et parmi les morts, il y a Marcel Renault, sorti de la route près de Coué-Vérac, tué sur le coup. Marcel avait 36 ans. Pour Louis, c'est une déchirure et un tournant. Il jure de ne plus jamais courir lui-même. Mais surtout, la mort de Marcel le place presque malgré lui aux commandes. Fernand, de santé fragile, se retirera quelques années plus tard et mourra en 1909. À partir de là, Louis Renault est seul maître à bord. L'employé est devenu le patron. Et ce patron-là a une idée de ce qu'il veut faire de son entreprise qui n'a rien de commun avec celle de ses concurrents. Ce qu'il veut, c'est produire. Beaucoup. Toujours plus. Il regarde vers l'Amérique, vers un homme qui, à Détroit, est en train de réinventer la manière dont on fabrique les objets. Henry Ford. Louis Renault ira voir de ses propres yeux les usines Ford. Il observera les chaînes de montage, la division du travail, la cadence, et il rentrera en France avec une conviction. L'avenir appartient à celui qui fabriquera le plus de voitures au coût le plus bas. Ce sera l'obsession de toute sa vie. Une obsession qui construira une des plus grandes usines d'Europe et qui, aussi, fera de lui l'un des patrons les plus durs de son temps. Les premières commandes qui assoient l'entreprise ne sont pas des voitures de luxe, ce sont des taxis. En 1905, Renault décroche un contrat pour équiper la Compagnie française des automobiles de place. 1500 taxis. C'est énorme. À cette époque, les ateliers de Billancourt couvrent 22 000 mètres carrés et emploient 800 personnes. Le taxi Renault, le fameux type AG,
va devenir une silhouette familière dans les rues de Paris et de Londres. Et puis ces mêmes taxis vont entrer dans la légende nationale. Septembre 1914. Les armées allemandes déferlent sur la France, elles sont aux portes de Paris, sur la Marne. Il faut acheminer des troupes vers le front, vite, et les trains ne suffisent pas. Le général Gallieni réquisitionne alors les taxis parisiens, dont un grand nombre de Renault, pour transporter les soldats vers la bataille. Ce sont les taxis de la Marne. Leur rôle militaire réel fut modeste. Leur rôle dans l'imaginaire français fut immense. Renault n'est plus seulement un fabricant de voitures. Renault, désormais, est mêlé au destin de la nation. Pendant la Grande Guerre, l'usine de Billancourt se transforme en arsenal. On y produit des obus, des camions, des moteurs d'avion et même les premiers chars d'assaut français. Le char Renault FT, un engin léger, maniable, révolutionnaire, dont la conception, une tourelle qui tourne à 360 degrés, servira de modèle à tous les chars du siècle. Louis Renault sort de la guerre couvert d'honneur et immensément riche. Son usine a grandi comme jamais, et il n'a plus qu'une ambition, bâtir la plus grande usine automobile de France. Pour cela, il lui faut de la place. Et cette place, il va la chercher au milieu du fleuve. En 1919, Louis Renault jette son dévolu sur une île. L'île Seguin, un banc de terre étroit sur la Seine, entre Boulogne-Billancourt et Meudon, à peine 11 hectares et demi. Il l'achète parcelle par parcelle, patiemment, jusqu'à en devenir le seul propriétaire. Et là, sur cette île, il va accomplir quelque chose qui tient de la démesure. Il faut d'abord dompter le terrain. On déverse 600 000 mètres cubes de remblai pour stabiliser l'île. On enfonce 500 pieux de fondation. On coule une semelle de béton armé de 152 000 mètres carrés. Sur cette base, Renault élève une usine comme on n'en a jamais vu. Un bâtiment qui épouse la forme de l'île tout entière, long, effilé, si semblable à un navire qu'on le surnommera bientôt le paquebot. Une usine autonome, dotée de sa propre centrale électrique, de sa propre piste d'essai, de ses propres pontons pour recevoir par le fleuve les matières premières. L'île n'est plus une île, c'est une machine à fabriquer des voitures posées sur l'eau. Les travaux dureront près de 20 ans. L'usine de l'île Seguin ne sera véritablement achevée qu'en 1937. Mais dès lors, elle est la plus grande usine de France. Plus de 30 000 personnes y travaillent. Le nom de Renault et le nom de Billancourt deviennent, dans l'esprit des Français, une seule et même chose. On dira bientôt une phrase qui résume tout. Quand Billancourt éternue, la France s'enrhume. Voilà l'homme. Voilà l'île. Voilà l'Empire. Mais l'histoire de Louis Renault ne s'achève pas dans la gloire. Elle s'achève dans l'ombre, dans la honte et dans la mort. Et c'est de cette fin que naîtra, par un étrange retournement, la voiture du peuple. Car lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que l'Allemagne occupe la France, l'usine de Billancourt continue de tourner. Elle produit pour l'occupant. Des camions, notamment, pour la Wehrmacht. On débattra pendant des décennies pour savoir si ce fut une collaboration choisie ou une contrainte subie par un industriel qui voulait sauver son outil et ses ouvriers. Et la question ne sera jamais tout à fait tranchée. Ce qui est certain, c'est que les usines Renault furent une cible. Les bombardiers alliés les frappent à plusieurs reprises, causant des morts parmi les habitants de Billancourt. À la Libération, en 1944, le verdict de l'opinion tombe, brutal. Louis Renault est accusé de collaboration. Il est arrêté, incarcéré à la prison de Fresnes. Son état de santé se dégrade vite, dans des circonstances qui restent troubles. Il meurt en détention le 24 octobre 1944, sans avoir été jugé. Il avait 67 ans. L'homme qui avait construit une des plus grandes usines du monde s'éteint en prison, déchu, avant même qu'un tribunal ait pu se prononcer sur son cas. Ce qui suit est unique dans l'histoire de France. Par une ordonnance signée le 16 janvier 1945 par le général de Gaulle et par Pierre Mendès France, l'entreprise Renault est confisquée et nationalisée. Non pas pour des raisons économiques, pour des raisons de sanctions. C'est la seule grande entreprise française à être nationalisée à titre de punition pour la conduite de son propriétaire pendant la guerre.
on ne saisit que les parts de Louis Renault, plus de 95% du capital. Les petits actionnaires, eux, seront indemnisés. Et l'entreprise devient la régie nationale des usines Renault. De Gaulle expliquera plus tard avoir voulu placer sous la coupe de l'État l'usine pilote par excellence, la plus grande, la plus moderne, la plus symbolique. Renault n'appartient plus à un homme. Renault appartient désormais à la nation. Et c'est cette entreprise nationalisée, cet outil devenu propriété collective, qui va concevoir la voiture la plus populaire de l'histoire française. La 4L ne naîtra pas dans la tête d'un capitaine d'industrie soucieux de ses dividendes. Elle naîtra dans une entreprise appartenant à l'État, dirigée par des hommes qui se voulaient au service du pays. Ce détail n'est pas anodin. Il est au cœur de tout. Chapitre 3. La régie ou l'usine du peuple. Reprendre une entreprise dont on vient d'emprisonner le fondateur, dans un pays en ruine qui sort de 4 ans d'occupation, voilà la tâche qui attend l'homme que l'État place à la tête de Renault. Cet homme s'appelle Pierre Le Faucheux. Ce n'est pas un homme de l'automobile. C'est un résistant. Pendant la guerre, il a dirigé un réseau. Il a connu la clandestinité sous le nom de commandant Gildas. Il a été arrêté par la Gestapo, déporté, et il a survécu de justesse. Sa femme, Marie-Hélène, obtiendra sa libération dans des circonstances presque romanesques. Nommé administrateur provisoire dès le mois d'octobre 1944, puis président-directeur général en mars 1945, Le Faucheux arrive à Billancourt avec l'autorité morale de ceux qui ont risqué leur vie pour la France. On raconte qu'il venait travailler à bicyclette. Le détail est joli, mais il dit surtout ceci. Cet homme n'était pas un notable de l'industrie soucieux de son rang. C'était un dirigeant d'un genre nouveau, pour une entreprise d'un genre nouveau. Et Le Faucheux prend, très vite, une décision stratégique qui va marquer Renault pour des décennies. Il choisit de concentrer les moyens de la régie sur un petit nombre de modèles, produits en très grande série, à un prix accessible. Pas de dispersion, pas de luxe, du volume et du populaire. Cette philosophie s'incarne dans une voiture, la 4 chevaux. Une petite voiture arrière aux formes rondes, surnommée la Motte de beurre, à cause de sa silhouette et de la couleur jaune sable, récupérée, dit-on, des stocks de peinture de l'armée allemande, dans laquelle sortirent les premiers exemplaires. Conçue en partie clandestinement pendant l'occupation, la 4 chevaux devient le premier grand succès populaire de l'après-guerre. Pour la première fois, une voiture Renault n'est pas réservée aux classes aisées. Elle est faite pour l'ouvrier, pour l'employé, pour la famille modeste qui accède enfin à l'automobile. Plus d'1 million d'exemplaires seront produits. La 4 chevaux motorise la France de la reconstruction. Mais Le Faucheux ne verra pas la suite de l'histoire qu'il a lancée. Le 11 février 1955, il meurt sur une route verglacée, victime d'un accident de voiture. Ironie tragique pour l'homme qui dirigeait la plus grande entreprise automobile du pays. Sa disparition ouvre une succession. Et l'homme qui va lui succéder est d'une toute autre trempe. Un homme dont le nom restera à jamais lié à la 4L. Il s'appelle Pierre Dreyfus. Retenez-le, car il est le véritable père de la voiture dont nous parlons. Pierre Dreyfus naît à Paris en novembre 1907 dans une famille de la bourgeoisie. Son père est banquier et négociant. Il n'a, précisons-le tout de suite, aucun lien de parenté avec le capitaine Alfred Dreyfus, ni avec la famille Louis Dreyfus. C'est un homme brillant, docteur en droit, dont la thèse, soutenue en 1935, porte un titre qui annonce tout le reste. Le pouvoir d'achat des classes ouvrières. Ami d'enfance de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss et de l'économiste Robert Marjolin, Dreyfus aurait pu choisir 1000 carrières. Il choisit celle de serviteur de l'État. Il entre dans la haute administration. Il dirige des cabinets ministériels, préside les houillères de Lorraine, s'impose comme un spécialiste des questions d'énergie et d'industrie. Et surtout, dès 1948, il est vice-président de la régie Renault. Quand Le Faucheux meurt, en 1955, Dreyfus est là, tout désigné pour prendre la suite. Il dirigera Renault pendant 20 ans, jusqu'en 1975. Le portrait qu'en laissent ses contemporains
est celui d'un petit homme frêle et vif, mais d'une volonté de fer, au visage mobile et expressif. Un intellectuel autant qu'un patron. Un homme qui croyait, sincèrement, que l'entreprise nationalisée avait une mission qui dépassait le simple profit. Servir les Français, améliorer leur vie, leur donner accès aux biens que la modernité rendait possible. Il écrira un livre au titre révélateur, Une nationalisation réussie. Pour Dreyfus, Renault n'était pas seulement une entreprise. C'était la preuve qu'un outil industriel aux mains de la collectivité pouvait fonctionner, prospérer et faire le bien commun. C'est cet homme-là qui, en regardant la France du milieu des années 50, va se poser une question simple. La 4 chevaux vieillit, il faut lui trouver une remplaçante. Reste à savoir quelle voiture, exactement, il faut construire pour un pays qui change. Un pays qui s'équipe, qui part en vacances, qui roule sur des routes de campagne défoncées, un pays d'artisans, de paysans, de familles qui veulent transporter aussi bien les enfants que le fumier, le buffet de la grand-mère que les caisses de légumes. La 2 chevaux de Citroën, avec sa rusticité géniale, a compris quelque chose de ce pays-là. Dreyfus veut faire mieux. Il veut faire moderne. Et il va donner à ses ingénieurs une consigne qui deviendra célèbre. Mais nous n'y sommes pas encore. Car pour comprendre la 4L, il faut d'abord comprendre ce qui l'entoure, ce qui la porte, ce qui la rend possible, l'immense communauté humaine de Billancourt. Dans les années 50, l'usine de l'île Seguin et ses annexes ne sont pas seulement un lieu de production. C'est un monde. Un monde avec ses lois, ses rites, ses hiérarchies, ses langues et ses combats. Le comité d'entreprise de Renault, institué dès la nationalisation, est l'un des plus puissants de France. Il gère des œuvres sociales considérables, des colonies de vacances où partent les enfants des ouvriers, un suivi médical, des clubs sportifs, des logements. La Confédération Générale du Travail, la CGT, y est largement majoritaire et le Parti communiste y est la force politique dominante. Billancourt n'est pas une usine comme les autres. C'est le cœur battant du monde ouvrier français, sa vitrine, son bastion, sa citadelle. Quand quelque chose se décide à Billancourt, c'est toute la France sociale qui écoute. Et cette main-d'œuvre est déjà, dans ces années-là, d'une diversité que le reste du pays commence à peine à percevoir. Aux côtés des ouvriers français, venus souvent des campagnes de Bretagne ou du Massif central, travaillent des Espagnols fuyant le franquisme, des Italiens, des Portugais, et de plus en plus d'hommes venus d'Algérie et du Maroc. C'est cette France-là, cette France de toutes les origines, qui va assembler la voiture de tous les Français. Il faut le dire clairement, parce qu'on oublie souvent. La 4L, cette voiture profondément française, ce symbole national, a été montée en grande partie par des mains immigrées. Ce n'est pas un détail. C'est l'histoire même de l'industrie française au XXe siècle. Voilà le décor. Une entreprise appartenant à la nation. Un dirigeant qui se rêve au service du peuple. Une usine tentaculaire posée sur une île, peuplée de dizaines de milliers d'ouvriers de toute provenance. Et une question qui attend sa réponse. Celle de la voiture qui incarnera les années 60. La réponse, Pierre Dreyfus va la formuler en 1956. Et elle va tenir en une phrase. Chapitre 4. Faites-moi un volume. En 1956, Pierre Dreyfus lance en interne ce qu'on baptise le projet 112. L'objectif ? Remplacer la 4 chevaux vieillissante et concurrencer frontalement la 2 chevaux de Citroën qui règne sur le marché des voitures populaires. Mais Dreyfus ne se contente pas de commander une voiture. Il en fixe l'âme. D'abord, il en fixe le prix. Avant même que le premier trait ait été tracé, il décide que cette voiture coûtera 350 000 anciens francs. Pas un centime de plus. C'est si central dans le cahier des charges que, dans les couloirs du bureau d'études, le projet est parfois appelé la 350. Voilà une manière radicale de concevoir une automobile. On ne part pas de la voiture pour arriver à un prix, on part du prix pour arriver à la voiture. Le prix, c'est la promesse faite au peuple. Tout le reste doit s'y plier. Ensuite, il en fixe la philosophie. Dreyfus convoque le directeur du bureau d'études, un ingénieur nommé Yves Georges,
et lui lance une formule qui va devenir l'acte de naissance de la 4L. Il lui dit, en substance, « La voiture ne doit plus être des fauteuils et une malle. Faites-moi donc un volume. Faites-moi un volume. » Toute la 4L est là, dans ces 4 mots. Jusqu'alors, on concevait une automobile comme un salon roulant, des sièges confortables à l'avant, un coffre fermé à l'arrière et une frontière étanche entre les passagers et les bagages. Dreyfus balaie cette conception. Il veut un espace unique, ouvert, modulable. Une caisse dans laquelle on charge ce qu'on veut, comme on veut. Une voiture qui soit un outil autant qu'un moyen de transport. Il résume sa vision par une autre image, tout aussi fameuse. Il veut, dit-il, une voiture aussi universelle et indispensable qu'un blue jean. Un blue jean. Le mot est parfaitement choisi. Le jean, en cette fin des années 50, c'est le vêtement qui abolit les classes, qui va aussi bien au paysan qu'à l'étudiant, qui se porte au travail comme en vacances, qui ne se démode pas parce qu'il n'a jamais été à la mode, qui devient plus beau en vieillissant. Dreyfus ne veut pas construire une voiture. Il veut construire un objet du quotidien aussi évident, aussi démocratique, aussi durable qu'un vêtement de travail devenu universel. Le développement se fait dans le plus grand secret. Les prototypes qui circulent portent un nom de code d'une drôlerie très française. Marie Chantal. On échange même des télégrammes codés où il est question de Marie Chantal et ses enfants qui envoient leurs vœux à leurs parents. Derrière ces mots badins, des ingénieurs travaillent d'arrache-pied à résoudre une équation difficile. Comment offrir de l'espace, du confort et de la modernité pour 350 000 francs. Les solutions techniques qu'ils trouvent sont, pour l'époque, d'une intelligence remarquable. Et beaucoup d'entre elles expliquent précisément pourquoi la 4L entrera dans la légende comme la voiture qu'on répare soi-même. Première décision, capitale, la traction avant. Le moteur entraîne les roues avant. C'est une première pour une Renault de tourisme. Seul l'utilitaire Estafette, sorti en 1958, avait ouvert la voie. La traction avant libère tout l'arrière de la voiture, supprime le tunnel de transmission qui encombre l'habitacle et permet ce fameux plancher plat, ce volume que Dreyfus réclamait. Deuxième trouvaille, le refroidissement. Le moteur, dérivé de celui de la 4 chevaux, est refroidi par un circuit scellé, avec un vase d'expansion. En clair, on ne rajoute pas d'eau. Le système est fermé, il se débrouille tout seul. Pour l'automobiliste des années 60, habitué à surveiller son niveau d'eau comme le lait sur le feu, c'est une libération. Troisième solution, la plus ingénieuse peut-être, la suspension. Les 4 roues sont indépendantes, suspendues par des barres de torsion, des barres d'acier qui se tordent pour absorber les chocs. À l'avant, ces barres sont disposées en long, à l'arrière, en travers, l'une derrière l'autre. Et c'est là que naît l'un des traits les plus étranges et les plus attachants de la 4L. Parce que les 2 barres arrière sont placées l'une derrière l'autre, l'empattement, la distance entre les roues avant et arrière, n'est pas le même des 2 côtés de la voiture. 2,40 m d'un côté, 2,44 m de l'autre. La 4L est littéralement dissymétrique. Elle n'est pas tout à fait droite. Et cela n'a jamais gêné personne. Quatrième trait, celui qui deviendra un emblème, le levier de vitesse. Il ne sort pas du plancher comme partout ailleurs. Il traverse le tableau de bord, à l'horizontale, avec cette poignée qu'on tire et qu'on pousse, et qui a valu à la 4L son surnom de voiture à la canne de parapluie. C'était un choix technique, lié à la traction avant et au dégagement du plancher, mais c'est devenu un geste, une sensation, un souvenir. Quiconque a conduit une 4L se rappelle ce mouvement dans la paume de la main. Et enfin, le détail qui nourrira toutes les légendes. La caisse de la voiture est fixée au châssis plateforme par seulement 16 boulons. 16. Cela signifie qu'en théorie, avec les bons outils, on peut désolidariser la carrosserie du châssis pour une réparation lourde. Cela signifie aussi, plus prosaïquement, que la voiture est conçue pour être simple à assembler, et donc simple à entretenir. Ajoutez à cela des freins à tambour aux 4 roues, une mécanique dépouillée, un moteur auquel on accède facilement, et vous obtenez une voiture qu'un homme un peu débrouillard peut réparer dans sa cour, un dimanche, avec une caisse à outils ordinaire. Retenez bien ce point, car c'est exactement ce trait, cette réparabilité,
Cette simplicité offerte au propriétaire qui nourrira, 30 ans plus tard, la rumeur du sabotage. Quand la 4L disparaîtra au profit de voitures bardées d'électronique qu'on ne peut plus toucher soi-même, les passionnés se souviendront des 16 boulons et de la clé de 12, et ils se diront « on nous a volé quelque chose ». On y reviendra. Pour l'instant, la voiture n'existe encore que sur le papier et dans les ateliers secrets. Il faut la montrer au monde. La transition entre l'ancien monde et le nouveau se fait presque jour pour jour. Le 6 juillet 1961, la dernière 4 chevaux sort des chaînes. Le lendemain, 7 juillet, la production de la Renault 4 démarre. La première voiture définitive sort le 3 août. Et le 26 août 1961, la Renault 4 est présentée à la presse. En septembre, elle est au salon de Francfort. La voiture du peuple est née. Elle porte le nom de code de sa finition la plus vendue, de très loin, la finition luxe. C'est de là que vient le L de 4L, un luxe pour le peuple. Le nom lui-même est une promesse. Ce qu'il faut mesurer, en cet été 1961, c'est l'ambition de ce qui se joue. Une entreprise appartenant à la nation vient de mettre au monde une voiture conçue pour n'exclure personne, vendue à prix imposé, pensée pour durer et pour se réparer, et destinée à devenir aussi banale et aussi indispensable qu'un vêtement de travail. Nous sommes au sommet des 30 Glorieuses. La France croit au progrès, croit à l'industrie, croit qu'elle peut construire des choses qui améliorent la vie de tout le monde. La 4L est l'enfant de cette foi. Personne, dans les ateliers de Billancourt en cet été-là, ne peut imaginer que 31 ans plus tard, la dernière descendra d'une chaîne à l'étranger, dans un silence poli, tandis que l'île qui l'a vue naître sera promise à la démolition. Personne ne peut imaginer que cette voiture de la confiance et du progrès finira par devenir, dans la mémoire collective, la relique d'un monde trahi. Mais avant la trahison, réelle ou supposée, il y a la gloire. Et la gloire de la 4L, comme celle de Billancourt, fut immense. Chapitre 5. L'atelier ou la voiture qui prend corps. Imaginez que vous arrivez devant les grilles un matin de novembre, au début des années 60. Il fait encore nuit. Le long des quais de la Seine, une foule d'hommes converge vers l'île, à pied, à vélo, descendus des autobus de la régie ou du métro à la station Billancourt. Ils portent tous la même chose, le bleu de travail. Et à 6 heures précises, la sirène de l'usine déchire le petit matin, un son grave, énorme, qui roule sur le fleuve et qu'on entend jusque dans les rues de Boulogne. Ce son, tout Billancourt vit à son rythme. On se lève avec lui, on déjeune avec lui, on rentre avec lui. La sirène de l'île, c'est l'horloge de la ville. Vous franchissez le pont qui relie la berge à l'île. Et là, la première chose qui vous saisit, c'est l'échelle. Le paquebot n'est pas une métaphore. Le bâtiment principal s'étire sur toute la longueur de l'île. Des centaines de mètres de façade, des étages superposés, reliés par des rampes où circulent les pièces et les hommes. Sous vos pieds, le sol vibre déjà. Les presses ont commencé. C'est une pulsation sourde, continue, qu'on sent dans la plante des pieds avant de l'entendre dans les oreilles, et que les anciens décriront, des décennies plus tard, comme le battement de cœur de l'endroit. Vous pointez à la pointeuse, ce geste, cette carte qu'on glisse, ce déclic, et vous entrez dans le ventre de la machine. L'odeur d'abord. L'huile de coupe, chaude, un peu écœurante, qui imprègne tout, les murs, les vêtements, la peau. Le métal usiné, cette senteur de limaille et d'acier travaillé. Et par-dessus, à mesure que la matinée avance, l'odeur de la peinture et des solvants qui montent des cabines de la carrosserie. Un ouvrier qui a passé 40 ans à Billancourt vous dira qu'il reconnaissait chaque atelier les yeux fermés, rien qu'à l'odeur. Car l'usine n'est pas un espace unique. C'est une succession de mondes, et la voiture les traverse tous, du premier au dernier, en prenant corps sous vos yeux. Tout commence à l'emboutissage. Là, des presses gigantesques, hautes comme des maisons, s'abattent sur des feuilles d'acier avec un fracas qui fait sursauter même ceux qui l'entendent depuis 20 ans. À chaque coup, une portière naît, ou un capot, ou un pan de caisse. Les hommes qui servent ces presses ont appris à travailler au rythme de la machine, jamais contre elle, dans une chorégraphie précise où la moindre inattention se paie cher. On y perd des doigts, on le sait. On continue. De l'emboutissage,
les tôles gagnent la tôlerie et le ferrage, où on les assemble par soudure pour former la coque de la voiture. C'est ici que la 4L acquiert sa silhouette reconnaissable entre toutes. Cette ligne simple, presque austère, ces flancs plats, cette absence totale de fioritures. Rien n'est là pour faire joli, tout est là pour servir. Les gerbes d'étincelles des postes de soudure éclairent les visages par intermittence, et dans le vacarme, les hommes communiquent par gestes, par regards, dans un langage que seuls les initiés comprennent. Puis vient la peinture, dans ces cabines closes où l'air est saturé. Et enfin le montage, le cœur du cœur, la ligne finale. C'est ici que tout converge. La coque peinte avance lentement sur la chaîne, et de chaque côté, les ouvriers greffent sur elle les organes de la voiture. Le moteur, ce petit bloc dérivé de la 4 chevaux. La boîte de vitesse avec son fameux levier traversant. Les barres de torsion, les roues, le tableau de bord, la banquette de Sky. Chaque poste a ses quelques dizaines de secondes. Chaque geste est compté, répété des centaines de fois par jour. C'est le travail à la chaîne dans toute sa dureté. Répétitif, épuisant, aliénant, diront certains. Mais c'est aussi, pour ces hommes, la fierté de voir naître un objet entier, complet, qui roulera bientôt sur les routes de France. Prenons-en un, au hasard des visages. Appelons-le comme tant d'autres, un ouvrier spécialisé, un OS dans le jargon de l'usine, arrivé du Maroc ou d'Algérie ou d'un village de Bretagne, peu importe. Il est affecté au montage. Son geste, à lui, c'est peut-être de fixer le train avant, ou de brancher le circuit électrique, ou de poser le pare-brise. Il le fait des centaines de fois par jour, avec une dextérité que 10 ans de métier ont inscrite dans ses mains. Il ne voit jamais la voiture finie rouler. Il ne voit que son geste, son poste, son mètre carré de chaîne. Et pourtant, chaque 4L qui existe dans le monde porte, quelque part, la trace de sa main. C'est cela, le savoir-faire ouvrier. Une compétence réelle, précise, précieuse, logée dans le corps d'homme que le reste de la société ne remarque pas. Et ce savoir-faire, il faut le comprendre, ne se lisait sur aucun diplôme. Il ne s'apprenait pas à l'école. Il se transmettait sur la chaîne, d'un ancien à un jeune, par le geste montré et le geste corrigé. Le contremaître qui vous prenait le poignet pour vous montrer le bon angle, la bonne pression, le tour de main qui évite que la vis ne foire. Le vieux qui vous disait sans un mot, d'un simple mouvement du menton, que vous alliez trop vite ou pas assez. Il y avait dans cette usine que les intellectuels décrivaient parfois comme un lieu de pure aliénation, une véritable culture du métier, une transmission, une hiérarchie du savoir qui n'avait rien à voir avec les grades officiels. Un bon régleur, un bon soudeur, un bon peintre, c'était quelqu'un que ses pairs respectaient, et ce respect-là valait tous les galons. Il y avait les femmes aussi. On les oublie quand on imagine l'usine automobile comme un univers d'hommes en bleu. Mais elles étaient là, notamment dans les ateliers de sellerie, de câblage, de finition, ces postes qui demandaient minutie et rapidité des doigts. Elles cousaient les banquettes de Sky, assemblaient les faisceaux électriques, contrôlaient les pièces. Elles travaillaient aux mêmes cadences, dans le même vacarme, et souvent pour des salaires inférieurs à ceux des hommes. Une injustice qui nourrira, elle aussi, les combats à venir. La 4L, cette voiture si masculine dans l'imaginaire, ce char des baroudeurs et des facteurs, devait une part d'elle-même aux mains des ouvrières de Billancourt. Au bout de la chaîne, la voiture descend sur ses roues pour la première fois. On met le contact. Le petit moteur démarre. Un contrôleur vérifie, ausculte, écoute. Et la Renault 4, née d'un bloc d'acier quelques heures plus tôt, roule jusqu'au parc de stockage par ses propres moyens. Multipliez cette scène par 1000, par jour. Car à son rythme de croisière, l'usine crache des centaines et des centaines de voitures quotidiennement. Un flot ininterrompu qui part vers les concessions, vers la France, vers le monde. Ce qui frappe quand on écoute les anciens de Billancourt, c'est qu'aucun ne parle de la 4L comme d'un simple produit. Ils parlent d'une voiture qu'ils ont faite, avec ce possessif qui dit tout. Dans un pays qui appartenait à la nation,
Dans une usine qui appartenait à l'État, ces hommes avaient le sentiment, parfois illusoire, souvent réel, de fabriquer quelque chose qui leur appartenait aussi. La voiture du peuple était faite par le peuple, dans l'usine du peuple. Cette phrase pourrait être un slogan. À Billancourt, dans ces années-là, c'était presque une réalité vécue. Et c'est cette réalité vécue qui rend la suite si douloureuse. Chapitre 6. La forteresse ouvrière. Sortez de l'atelier, maintenant, et regardez ce qui l'entoure. Car Billancourt n'était pas seulement un lieu où l'on fabriquait des voitures. C'était un monde social complet, une civilisation en soi, et c'est cela, bien plus que la 4L elle-même, que la fin de l'histoire viendra effacer. Commençons par le chiffre, parce qu'il donne le vertige. À son apogée, dans les années 60, le site de Renault-Billancourt, l'île Seguin, les terrains de Boulogne, les ateliers de Meudon sur l'autre rive, emploient jusqu'à 32 000 ouvriers. À la veille des événements de 1968, on parle de près de 36 000 personnes travaillant sur le site, représentant des dizaines de nationalités différentes. 36 000. C'est la population d'une ville moyenne, concentrée sur quelques dizaines d'hectares, franchissant chaque matin les mêmes grilles au son de la même sirène. Et cette ville dans la ville avait tout organisé. Le comité d'entreprise de Renault, l'un des plus puissants de France, institué dès la nationalisation, ne se contentait pas de gérer une cantine. Il structurait la vie entière. Il y avait la cantine, justement, et il faut s'y arrêter, parce que dans la culture ouvrière française, le repas de midi n'était pas une pause avalée à la hâte. C'était un moment de civilisation. On s'asseyait, on mangeait une vraie entrée, un vrai plat, du fromage, un dessert. 1 heure durant, l'ouvrier n'était plus une paire de mains sur une chaîne. Il était un homme attablé, qui parlait, qui plaisantait, qui refaisait le monde avec ses camarades. Ce repas-là, c'était la dignité rendue chaque jour au milieu de l'usine. Le comité d'entreprise gérait aussi les colonies de vacances. Chaque été, les enfants des ouvriers de Billancourt partaient à la mer ou à la montagne, dans des centres financés par le comité, parfois pour la première fois de leur vie, loin des faubourgs gris de la banlieue parisienne. Pour un enfant d'immigrés portugais ou algériens, découvrir l'océan ou les Alpes grâce à l'usine où travaillait son père, c'était une promesse tenue, une part du contrat social rendu tangible. Il y avait le suivi médical, les clubs sportifs, les activités culturelles, l'aide au logement. On naissait, on grandissait, on vieillissait dans l'orbite de l'usine. Cette vie avait son rythme, et ce rythme, c'était les 3-8. 3 équipes qui se relayaient pour que les chaînes ne s'arrêtent jamais. Celle du matin, qui entrait à 6 heures, celle de l'après-midi, qui prenait le relais en début de soirée, et celle de la nuit, qui veillait pendant que la ville dormait. Vivre au 3-8, cela voulait dire un corps déréglé, des semaines où l'on dormait le jour et travaillait la nuit, des repas pris à des heures que le reste du monde n'imaginait pas. Cela voulait dire une femme et des enfants qui apprenaient à vivre en silence pendant que le père récupérait derrière les volets clos. Ce rythme façonnait les familles autant que les corps. Il était le prix de la production continue, et les ouvriers de Billancourt le payaient de leur sommeil et de leur santé. Beaucoup habitaient tout près, dans les logements et les cités ouvrières qui s'étaient développées autour de l'usine, à Billancourt même, à Boulogne, dans les communes voisines. On pouvait passer sa vie entière dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'île, y naître, y être scolarisé, y entrer à l'usine à 16 ou 17 ans comme apprenti, y rencontrer sa femme, y élever ses enfants, et voir ses enfants, à leur tour, franchir les mêmes grilles. Car l'emploi à Renault se transmettait souvent de père en fils. Mon père travaillait ici, mon grand-père travaillait ici. Cette phrase, on l'entendait partout à Billancourt. L'usine n'était pas un employeur parmi d'autres. C'était une lignée, une appartenance, presque une identité que l'on héritait avec le nom de famille. Et puis, il y avait le combat. Car Billancourt n'était pas seulement une communauté, c'était le bastion du mouvement ouvrier français, sa citadelle, son sanctuaire. La Confédération générale du travail y régnait, largement majoritaire. Le Parti communiste y était la force politique dominante. Ce n'était pas un hasard. Depuis des décennies, Billancourt était le lieu où se jouaient les grandes batailles sociales du pays.
En 1936, sous le Front populaire, l'usine avait été occupée, et de cette vague de grève étaient nés les congés payés et la semaine de 40 heures. Des conquêtes qui allaient changer la vie de tous les travailleurs français. On disait alors, devant les grilles occupées, une phrase qui résume l'ambiance. On avait fait des révolutions pour moins que ça. Mais c'est en mai et juin 1968 que Billancourt entre définitivement dans la légende politique. Quand la France s'embrase, quand les étudiants soulèvent le quartier latin, tous les regards se tournent vers l'usine. Car chacun sait que rien ne sera sérieux tant que Billancourt n'aura pas bougé. Et Billancourt bouge. Le 16 mai, les ouvriers votent la grève avec occupation. L'usine s'arrête. Elle restera occupée 33 jours. C'est là que se produit une scène devenue un symbole. Des étudiants de la Sorbonne, par centaines, puis par milliers, marchent sur Billancourt pour faire la jonction avec les ouvriers, pour unir les deux révoltes, celle de la jeunesse et celle du travail. Mais devant l'usine, les grilles restent closes. La CGT, méfiante à l'égard de ces étudiants qu'elle ne contrôle pas, ne veut pas de ce mélange. Les portes de la forteresse ouvrière demeurent fermées et la rencontre tant espérée n'a pas lieu. D'un côté des grilles, les ouvriers, de l'autre, les étudiants. Et entre eux, le fer forgé d'une usine qui décide elle-même de qui entre et qui reste dehors. Cette image, les grilles de Billancourt closes sur la jonction impossible, dit tout du poids de cette usine dans l'imaginaire français. On ne fait pas la révolution sans Billancourt. Et Billancourt ne suit personne. Il faut nommer aussi ceux qui n'apparaissent jamais dans les livres d'histoire, mais qui étaient la chair de cette usine. Les délégués comme Clara et Henri Benoît, figures des luttes de 1968. Les ouvriers immigrés qui, au début des années 70, mèneront leur propre bataille. Car après 68 vient un autre combat, moins connu, mais capital. Celui des ouvriers spécialisés immigrés. Ces hommes, algériens, marocains, africains de l'Ouest, portugais, occupaient les postes les plus durs, les moins qualifiés, les moins payés, ceux du bas de la chaîne. Et au tournant des années 1971 à 1973, ils se soulèvent, à Billancourt comme ailleurs, avec un mot d'ordre d'une simplicité désarmante. À travail égal, salaire égal. Ils réclament de sortir de la catégorie qui les enferme, d'être reconnus pour ce qu'ils font. Et ils obtiennent des avancées. Ces grèves des OS immigrés sont l'un des chapitres les plus dignes de l'histoire de Billancourt. Le moment où ceux qu'on ne voyait pas ont exigé et arraché d'être vus. Voilà ce qu'était la forteresse. Une usine, oui, mais aussi une école, une colonie de vacances, un dispensaire, un club sportif, un parti, un syndicat, un champ de bataille et une patrie. Des dizaines de milliers de vies s'y nouaient. Et pendant que se déroulaient ces combats, ces solidarités, ces repas de midi et ces départs en colonie, la 4L, elle, continuait de partir à la conquête du monde. Chapitre 7. La 4L par le monde. Une voiture conçue pour la France s'est révélée, presque par accident, faite pour la planète entière. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe de la Renault 4. Non pas d'avoir motorisé un pays, mais d'en avoir motorisé des dizaines. La raison en est simple, et elle tient à tout ce que nous avons vu de sa conception. Une voiture robuste, à la mécanique dépouillée, réparable partout, capable d'encaisser les mauvaises routes grâce à ses barres de torsion et à sa garde au sol généreuse, c'est exactement la voiture dont a besoin non seulement le paysan de l'Aveyron, mais aussi celui de l'Anatolie, de la Pampa argentine, du bled marocain ou de la brousse africaine. La 4L n'a pas eu besoin de se dénaturer pour s'exporter. Il lui a suffi d'être elle-même. Sa simplicité était universelle. Alors on l'a fabriquée partout. En Espagne, la firme Fassa assemble des Renault 4 pour tout le marché ibérique. En Argentine, c'est Ica Renault qui l'a produit pour l'Amérique du Sud. En Italie, elle est même fabriquée un temps sous licence par Alfa Romeo. Imaginez, une Renault populaire bâtie par le constructeur de voitures de sport de Milan. Au Maroc, la Somaca l'assemble. On la retrouve en Afrique du Sud, à Madagascar,
et dans une usine qui va compter énormément pour la fin de notre histoire, celle de Novo Mesto, en Slovénie, alors partie de la Yougoslavie, où le constructeur local en assemblera, entre le début des années 70 et la toute fin de la production, plus d'1 demi-million d'exemplaires. Retenez ce lieu, Novo Mesto, car c'est là, et non à Billancourt, que sortira la toute dernière 4L de l'histoire. Le chiffre qui résume ce rayonnement est stupéfiant. Environ 60% des Renault 4 produites l'ont été pour des marchés hors de France. La voiture française par excellence était, dans les faits, une voiture mondiale. Vendue dans plus de 100 pays, assemblée dans près de 30, une des voitures les plus universellement répandues que le XXe siècle ait connue. Et parce qu'elle allait partout, on l'a déclinée en tout. Il y eut les fourgonnettes, ces versions utilitaires au toit surélevé, dont plus de 2 millions furent vendus et qui devint la silhouette familière de la poste française, jaune sur les routes de campagne, jusqu'au milieu des années 80. Il y eut la plein air, une version découverte, sans portière, construite par le carrossier Sinpar, sortie à la fin des années 60 en très petite série, quelques centaines d'exemplaires à peine, ce qui en fait aujourd'hui une pièce recherchée des collectionneurs. Il y eut la Rodeo, à la carrosserie de plastique, montée par les ateliers du livre à doigt. Il y eut des séries spéciales à la pelle, la parisienne au flanc à motifs, la Safari, la Sixties aux couleurs vives et à l'esprit des années insouciantes, et bien d'autres encore. La 4L se prêtait à tout, parce qu'au fond, elle n'était qu'une plateforme et une promesse, sur laquelle chacun pouvait broder. Il faut mesurer aussi ce que cette réussite représentait pour la France elle-même. Dans un pays qui sortait de la guerre humilié, occupé, ruiné, voir une voiture nationale, conçue par une entreprise appartenant à la nation, conquérir la planète, c'était une revanche discrète mais réelle sur l'histoire. La 4L roulait dans les rues du Caire, de Buenos Aires, de Lisbonne, d'Alger. Elle portait, sur ses flancs plats et modestes, une part du prestige français. Elle n'avait pas la superbe des grandes berlines allemandes, ni le panache des sportives italiennes. Sa gloire à elle était d'un autre ordre, celle de l'objet utile, honnête, présent partout, qui ne cherchait pas à impressionner, mais qui rendait service. Une gloire à l'image du pays qu'elle représentait, ou du moins de l'image que ce pays aimait donner de lui-même. Ingénieux, généreux, au service du plus grand nombre. Elle s'est glissée aussi dans la culture et dans les mémoires. Elle a eu ses apparitions au cinéma, ses chansons, ses affiches. Elle est devenue le décor familier de milliers de photographies de famille, garées devant une maison, chargée pour les vacances, entourée d'enfants. Elle appartenait au paysage mental des Français comme le pain, comme le vélo, comme le café du coin. On ne la regardait même plus. Elle était simplement là, évidente, comme ces choses dont on ne mesure la présence qu'au moment où elles disparaissent. Elle est devenue aussi un objet de culture et d'aventure. Elle a traversé des déserts, gravi des cols, participé à des raids. Elle était la voiture des baroudeurs sans le sou, des jeunes qui voulaient voir le monde sans en avoir les moyens, des coopérants et des humanitaires. Bien après la fin de sa production, cet esprit-là lui survivra, le fameux rallye étudiant qui, chaque année, lance des centaines de 4L à travers le désert marocain pour y acheminer du matériel scolaire, est né précisément de cette réputation, celle d'une voiture increvable, généreuse, démocratique, qui emmène n'importe qui n'importe où, pourvu qu'on l'aime un peu et qu'on sache tenir une clé de 12. Au fond, la Renault 4 avait réussi le pari exact de Pierre Dreyfus. Elle était devenue aussi universelle et indispensable qu'un blue jean. On la portait comme un vêtement de travail, dans le monde entier, sans y penser, parce qu'elle allait à tout le monde et ne trahissait personne. C'était le sommet, le triomphe absolu d'une idée simple. Et comme tous les sommets, il ne pouvait durer. Chapitre 8. Le colosse et l'île qui vieillit. Au début des années 70, Renault est à son zénith. La Régie nationale n'est plus seulement une entreprise française, c'est un géant industriel européen, un fleuron, une fierté nationale. La 4L se vend par millions, rejointe dans la gamme par d'autres succès, la Renault 16, la Renault 5 bientôt. L'État peut contempler son œuvre avec satisfaction. La nationalisation sanction de 1945 a accouché d'un champion. Pierre Dreyfus a eu raison. La nationalisation, comme le dira le titre de son livre, fut une réussite. Et pourtant, debout sur ce sommet,
Si l'on regardait bien, on pouvait déjà voir des fissures. Non pas dans les chiffres de vente, encore éclatants, mais dans les pierres mêmes de la forteresse. Car l'île Seguin, ce joyau, ce paquebot dont Louis Renault était si fier, était en train de devenir un problème. Réfléchissez à ce que signifie fabriquer des automobiles modernes sur une île. Tout doit arriver et repartir par des ponts. Les matières premières, les pièces, les voitures finies, tout transite par des accès étroits, contraints, coincés entre la ville et le fleuve. L'usine ne peut pas s'étendre. Elle est prisonnière de ses 11 hectares et demi d'eau. Les bâtiments, empilés sur plusieurs étages pour gagner de la place, sont mal adaptés aux méthodes de production modernes, qui réclament de vastes halls de plein pied où la chaîne se déploie sans obstacle. Ce qui faisait la gloire de l'île, sa densité, sa verticalité, son audace architecturale, devient son handicap. La direction de Renault le sait. Dès cette époque, l'idée que Billancourt est un site vieillissant, engoncé, dépassé, commence à circuler dans les bureaux. On construit d'ailleurs ailleurs. L'usine de Flins, en aval sur la Seine, plus moderne, plus vaste, où l'on peut déployer les grandes chaînes de l'avenir. La 4L elle-même, produite historiquement à Billancourt, verra une partie croissante de sa fabrication migrer. Le centre de gravité de Renault s'éloigne, doucement, de l'île qu'il a vu naître. Il y a là une ironie que le narrateur ne peut passer sous silence. L'usine de l'île Seguin avait été conçue par un homme, Louis Renault, comme le comble de la modernité industrielle. La plus grande, la plus intégrée, la plus spectaculaire. Elle avait mis près de 20 ans à s'achever. Et à peine une génération plus tard, cette merveille était déjà obsolète, victime non pas de sa faiblesse, mais du fait que le monde avait changé plus vite qu'elle. Ce qui avait été l'avenir était devenu le passé, sans être passé par le présent. La presse, dans ces années-là, célèbre encore Renault comme un triomphe. Les publicités vantent la 4L comme la voiture à vivre. Les dirigeants affichent leur confiance. Et ils ont toutes les raisons de le faire. Les carnets de commandes sont pleins, l'entreprise embauche, la France roule en Renault. Nul, en ce début des années 70, ne se lève dans une réunion pour annoncer que la forteresse tombera. On agrandit, on investit, on projette l'avenir en ligne droite, comme si la courbe ascendante ne devait jamais s'infléchir. C'est toujours ainsi, au sommet. La vue est si belle qu'on ne regarde pas le sol se dérober. Les ingénieurs dessinaient les modèles des années à venir, les commerciaux annonçaient des records, et dans les ateliers de l'île, les chaînes tournaient jour et nuit comme elles l'avaient toujours fait. Rien, dans le bruit familier des presses et le flot ininterrompu des voitures neuves, ne laissait deviner qu'une époque touchait à sa fin. Les 30 Glorieuses arrivaient à leur terme sans prévenir personne. Elles s'étaient installées comme un état naturel des choses, comme si la croissance, le plein emploi et le progrès continu étaient désormais la règle du monde et non une parenthèse. Or, en cette année 1973, à des milliers de kilomètres de l'île Seguin, sur les rives du golfe Persique, des hommes que personne à Billancourt n'a jamais rencontrés s'apprêtent à prendre une décision qui va tout changer. Ils ne savent rien de la sirène du matin, rien des colonies de vacances, rien des grilles closes de 68. Ils ne savent rien de la 4L. Et pourtant, ce qu'ils vont décider fera trembler jusqu'aux fondations de béton de l'île. C'était l'apogée, le point le plus haut avant la chute. Et debout sur ce sommet, personne, à l'intérieur de ces murs, ne pouvait voir le monde qui allait se refaire autour d'eux. Chapitre 9. Le tournant ou la fin d'un monde. La décision fut prise à des milliers de kilomètres, par des hommes qui ne connaissaient ni Billancourt ni la 4L. À l'automne 1973, les pays producteurs de pétrole décident de fermer le robinet et de faire flamber les prix. En quelques semaines, le carburant devient rare et cher. Et tout l'édifice sur lequel reposaient les 30 Glorieuses, une énergie abondante et bon marché, une croissance qu'on croyait éternelle, se met à vaciller. Pour l'industrie automobile française, le choc est frontal. Les gens hésitent à acheter. Ils regardent la consommation, comptent leurs sous, retardent le remplacement de la vieille voiture. Puis vient un second choc pétrolier, à la fin de la décennie, en 1979, qui enfonce le clou. Et dans le même temps,
Un adversaire nouveau surgit sur le marché mondial. Un adversaire que Renault n'avait pas vu venir, le constructeur japonais. Toyota, Nissan, Honda, des noms qui, en une décennie, passent de l'inconnu au redoutable. Ils produisent des voitures fiables, bien équipées, économes, à des prix imbattables, avec une qualité de fabrication qui humilie parfois les Européens. La concurrence allemande, elle, monte en gamme et grignote par le haut. Renault se retrouve prise en étau. L'entreprise, pourtant, ne réagit pas par la prudence. Elle réagit par la fuite en avant. Dans les années 70 et au début des années 80, la régie se lance dans une politique d'expansion tous azimuts. Elle multiplie les modèles, s'endette, se diversifie, part à l'aventure à l'étranger. Elle rachète des participations, s'implante en Amérique, prend le contrôle du constructeur American Motors. Elle veut devenir un géant mondial. Mais elle grandit trop vite, dans toutes les directions, sans la rigueur que la nouvelle donne économique exigeait. Et les pertes commencent à s'accumuler, discrètement d'abord, puis avec une brutalité qui va sidérer le pays. Il y avait dans cette aventure américaine notamment quelque chose de révélateur. Renault, l'entreprise du peuple français, la régie née d'une nationalisation sanction, croyait pouvoir conquérir le marché le plus concurrentiel du monde. Elle injecta des sommes considérables dans American Motors, espérant y écouler ses modèles et y prendre pied. Le résultat fut un gouffre. Les voitures françaises ne trouvèrent pas leur public outre-Atlantique, la qualité ne suivit pas toujours, et l'argent englouti là-bas manqua cruellement ici. Pendant qu'on rêvait de Détroit, on négligeait Billancourt. C'est une constante des empires qui déclinent. Ils regardent au loin les conquêtes possibles, au moment précis où leur cœur, chez eux, se met à faiblir. Car il faut bien comprendre ce qu'était devenue la régie Renault au tournant des années 80. Ce n'était plus seulement une entreprise. C'était une institution nationale, une vitrine de l'État, la preuve vivante, pour reprendre le titre du livre de Pierre Dreyfus, qu'une nationalisation pouvait réussir. Alors quand cette vitrine se met à se lézarder, ce n'est pas seulement un bilan comptable qui se dégrade, c'est un symbole qui chancelle. Et le symbole s'effondre en 1984. Cette année-là, la Régie nationale des usines Renault annonce une perte record, environ 12,5 milliards de francs. Un chiffre presque 10 fois supérieur à celui de l'année précédente. La dette de l'entreprise atteint 40 milliards de francs. Ses fonds propres sont négatifs. En clair, sur le papier, le fleuron de l'industrie française est en faillite. L'entreprise que l'État avait bâtie pour incarner sa réussite est au bord du gouffre, sauvée seulement parce que l'État, précisément, ne peut pas la laisser tomber. Le premier à en payer le prix est le président de l'époque, Bernard Anon. Un homme cultivé, un dirigeant qui avait perçu certains des dangers, mais que la tempête emporte. On le remercie, et pour redresser la régie, le gouvernement de Laurent Fabius nomme en janvier 1985 un homme d'une toute autre carrure. Un homme dont le nom va s'écrire dans le sang. Arrêtons-nous ici sur une ironie politique que cette histoire porte en son cœur, et qu'il serait malhonnête de taire. Car en ces années-là, c'est la gauche qui gouvernait la France. François Mitterrand avait été élu président en 1981, porté par l'espérance ouvrière, par la promesse d'une France qui protégerait ses travailleurs et son industrie. Dans les mois qui suivirent, son gouvernement nationalisa à tour de bras de larges pans de l'économie. Renault, lui, était déjà national depuis 1945. Le fleuron, le modèle, la preuve. Les ouvriers de Billancourt avaient, pour beaucoup, voté pour cette gauche-là. Ils attendaient d'elle qu'elle fût leur bouclier. Or, c'est cette même gauche qui, 2 ans plus tard, opéra ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. En 1983, face à la réalité économique, le gouvernement abandonna la relance pour l'austérité. Et c'est un gouvernement de gauche qui, à Renault, nomma le redresseur, valida le plan de 21 000 suppressions de postes et présida au démantèlement du symbole même de la nationalisation réussie. Les hommes qui avaient cru voter pour leur protection avaient, sans le savoir, voté pour ceux qui signeraient les plans. Ce n'est pas ici le procès d'un camp. La droite, avant et après, ne fit pas autrement,
et privatisa ce que la gauche avait nationalisé. C'est le constat d'une trahison ressentie, l'une des plus profondes de la mémoire ouvrière française. Celle d'avoir été sacrifiée par ceux-là même dont on attendait le salut. L'homme que Fabius envoie à Renault s'appelle Georges Besse. Né à Clermont-Ferrand à la toute fin de l'année 1927, polytechnicien, il a fait ses armes dans l'industrie lourde, chez Péchinet, dans le nucléaire avec Eurodif. C'est un redresseur, un homme de fer, réputé pour prendre les décisions dures que d'autres reculent. Et à Renault, la décision dure a un nom et un chiffre. Le 18 juin 1985, Georges Besse annonce au comité d'entreprise un plan de 21 000 suppressions de postes. 21 000. Le double de ce qu'avait envisagé son prédécesseur. Mesurez ce que cela signifie pour la forteresse ouvrière. Pour Billancourt, pour ces dizaines de milliers d'hommes qui avaient hérité leur emploi de leur père, qui vivaient dans l'orbite de l'usine, qui croyaient l'entreprise nationale éternelle. Le plan Besse ne procède pas, pour l'essentiel, par licenciement sec et massif. Il joue sur les pré-retraites, sur l'aide au retour des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine. Mais le résultat est là, implacable. Entre 1984 et 1987, la régie se sépare de 30 000 salariés. 30 000. Le monde de Billancourt, ce monde que nous avons parcouru atelier par atelier, colonie de vacances par colonie de vacances, commence à se vider. Il faut s'attarder sur ce que recouvre ce mot administratif. Aide au retour. Pour un ouvrier algérien ou marocain arrivé à Billancourt 20 ans plus tôt, qui y avait fondé une famille, dont les enfants étaient nés en France, allaient à l'école française, ne connaissaient de leur pays d'origine que les récits du père, se voir proposer une prime pour rentrer, c'était une déchirure déguisée en solution. Certains acceptèrent et découvrirent en arrivant qu'ils n'étaient plus vraiment d'ici, ni tout à fait de là-bas. D'autres refusèrent et restèrent, avec l'angoisse du poste supprimé. Derrière la ligne comptable « Aide au retour », il y avait des vies entières sommées de choisir entre deux exils. La restructuration se comptait en effectifs. Elle se vivait en famille. Et pour ceux qui partaient en pré-retraite, souvent à 55 ans, parfois moins, le choc n'était pas seulement financier. C'était la fin brutale de ce qui avait donné sens à leur journée. Un homme qui s'était levé à 5 heures pendant 30 ans, qui avait connu ses camarades mieux que ses voisins, qui trouvait dans le geste de la chaîne et le repas de la cantine la structure même de son existence, se retrouvait soudain chez lui, désœuvré, avec un temps vide qu'aucune retraite anticipée n'avait appris à remplir. Les médecins de la région le constateront. Dans les années qui suivirent les grands plans, la santé de beaucoup de ces hommes se dégrada plus vite qu'elle n'aurait dû. On ne quitte pas l'usine impunément quand l'usine était toute la vie. Et puis vient le 17 novembre 1986. Ce soir-là, vers 20h, Georges Besse rentre chez lui, boulevard Edgar Quinet, à Paris. Un commando l'attend. 2 femmes s'approchent et l'abattent de plusieurs balles devant son immeuble. Elles appartiennent à Action Directe, un groupe terroriste d'extrême gauche qui a fait du patron de Renault une cible symbolique. Le commando porte le nom de Pierre Auvernais, un militant maoïste tué devant Billancourt en 1972. Georges Besse meurt sur le trottoir. Les tueuses, Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron, seront arrêtées, jugées et condamnées à la réclusion à perpétuité en 1989, avec leurs complices Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani. Il faut s'arrêter sur ce meurtre, parce qu'il dit quelque chose de terrible sur l'époque. Le patron de la Régie nationale, l'entreprise du peuple, l'usine de l'État, est assassiné au nom d'une certaine idée de la cause ouvrière par des gens qui prétendaient venger les travailleurs. Or, ces travailleurs, dans leur immense majorité, ont condamné ce crime avec horreur. Georges Besse n'était pas un ennemi de classe abattu par le prolétariat. C'était un haut fonctionnaire assassiné par une poignée de fanatiques dans une France qui ne comprenait plus très bien où elle allait. Le sang de Besse attachait le récit tout entier. Il a rappelé que derrière les plans, les chiffres et les restructurations, il y avait des hommes,
celui qui décide et celui qui tue au nom de ceux qui subissent. Le successeur de Georges Besse s'appelle Raymond Lévy. Il hérite d'une entreprise convalescente, encore fragile, qu'il faut continuer de redresser coûte que coûte. Il poursuit l'assainissement, cède les aventures étrangères, American Motors part chez Chrysler au début de l'année 1987, et c'est cet homme, ce redresseur discret arrivé dans le sillage d'un assassinat, qui va prendre les 2 décisions qui nous intéressent. Les 2 décisions autour desquelles s'est cristallisée, plus tard, toute la légende du sabotage. Fermer l'île et enterrer la 4L. Elles n'ont rien d'un complot. Elles ont tout d'une tragédie. Chapitre 10. Fermer l'île. La première décision, Raymond Lévy l'annonce en 1989. L'usine de Billancourt, l'île Seguin, le paquebot de Louis Renault, fermera ses portes en 1992. Pour comprendre cette décision, il faut se défaire d'une idée reçue. On imagine volontiers la fermeture d'une usine comme un coup de couteau soudain, une trahison brutale décidée du jour au lendemain. La réalité de Billancourt est différente, et plus cruelle à sa manière. La fermeture de l'île n'a pas été une surprise. Elle avait été, selon les mots mêmes des historiens de l'entreprise, préconisée de longue date. Depuis des années, chacun savait, dans les bureaux de la direction, que le site insulaire était condamné. La seule question était « quand ?» Rappelez-vous ce que nous avons vu au sommet de la gloire. L'île était un piège géographique. Tout devait entrer et sortir par des ponts. L'usine ne pouvait pas s'étendre. Ces bâtiments empilés sur plusieurs niveaux, magnifiques vestiges de l'ambition des années 30, étaient inadaptés à la production automobile moderne, qui exige de vastes halls horizontaux. Pendant que Billancourt étouffait entre la ville et le fleuve, l'usine de Flins, plus en aval, offrait l'espace et la modernité. Le centre de gravité de Renault s'était déjà déplacé. L'île n'était plus le cœur de la production. Elle en était devenue le symbole encombrant. Comparez les 2 sites et la sentence s'écrit d'elle-même. À Flins, des chaînes déployées de plein pied, des accès routiers directs, de la place pour grandir, pour installer les robots et les méthodes nouvelles. À Billancourt, des voitures qu'il fallait faire monter et descendre d'un étage à l'autre par des rampes, des camions coincés sur des ponts étroits, une usine qui se battait chaque jour contre sa propre architecture. Sur le seul terrain de l'efficacité, il n'y avait pas de match. Ce qui avait été, sous Louis Renault, le comble de l'audace industrielle, cette usine verticale et dense, cette prouesse posée sur l'eau, était devenu, un demi-siècle plus tard, un handicap que rien ne pouvait corriger. On ne pouvait pas déplacer l'île, on ne pouvait pas l'agrandir, on ne pouvait que la quitter. Il y avait donc, derrière la décision de Raymond Lévy, une logique industrielle réelle, qu'il serait malhonnête de nier. Un site vétuste, une surcapacité de production dans une entreprise qui venait de frôler la faillite, des méthodes de fabrication dépassées. Sur le papier de l'ingénieur et du comptable, la fermeture de l'île était rationnelle, presque évidente. C'est précisément ce qui la rend si difficile à combattre, et si douloureuse. On ne peut même pas la traiter d'absurde. On peut seulement en mesurer le prix humain et symbolique, que les tableaux de rentabilité ne comptabilisent nulle part. Car ce que la décision effaçait, ce n'était pas seulement des chaînes de montage. C'était la citadelle du mouvement ouvrier français. Le lieu des grèves de 1936, des 33 jours de 1968, des combats des OS immigrés. Le berceau de la 4L. Le camp Billancourt éternue, la France s'enrhume. Fermer l'île, ce n'était pas fermer une usine parmi d'autres. C'était refermer un siècle d'histoire sociale française. Et cela, aucun plan de restructuration ne pouvait l'écrire noir sur blanc. On raconte souvent une phrase à propos de cette usine. Il ne faut pas désespérer Billancourt. On l'attribue au philosophe Jean-Paul Sartre, qui l'aurait prononcé pour dire qu'il ne fallait pas ôter aux ouvriers leur raison d'espérer. La vérité est que Sartre n'a jamais dit exactement cela. La formule est une contraction, un mot reconstruit à partir d'une de ses pièces de théâtre, devenue apocryphe à force d'être répétée. Mais si cette phrase a traversé les décennies, si elle colle si bien à Billancourt, c'est parce qu'elle dit une vérité que l'usine incarnait. Billancourt était le lieu de l'espérance ouvrière. Et à la fin des années 80,
cette espérance-là fermait boutique. Dans les ateliers, la nouvelle tombe comme une évidence attendue et pourtant insupportable. Les effectifs, déjà réduits par les plans successifs, savent que la fin approche. Beaucoup d'anciens sont partis en pré-retraite. Les plus jeunes ont été transférés vers Flins ou d'autres sites. Ce qui reste de Billancourt, à l'aube des années 90, n'est déjà plus la ruche de 36 000 âmes que nous avons connue. C'est un site en fin de vie, qui produit encore, mais qui sait qu'il produit ses derniers modèles. La forteresse ne tombe pas sous l'assaut. Elle s'éteint, lentement, comme une braise qu'on cesse d'alimenter. Il faut imaginer ce que fut, pour un homme de Billancourt, le jour où la nouvelle devint officielle. Beaucoup s'y attendaient, la rumeur circulait depuis des années. Mais entre pressentir une chose et l'entendre annoncer, il y a un gouffre. Un ouvrier qui avait passé 30 ans sur l'île, dont le père y avait travaillé avant lui, savait désormais que ses fils, eux, n'y entreraient jamais. La chaîne des générations, cette continuité qui était l'âme même de Billancourt, se brisait net. Mon père a travaillé ici, mon grand-père a travaillé ici. Cette phrase, qu'on prononçait avec fierté, devenait soudain une épitaphe. Après moi, plus personne. L'usine qui avait été un héritage devenait un souvenir. Et il y avait, dans cette annonce, une dimension que les chiffres ne diront jamais. Pour ces hommes, l'usine n'était pas qu'un emploi. C'était l'endroit où ils avaient été jeunes, où ils s'étaient fait des amis pour la vie, où ils avaient appris un métier, séduit une femme au bal du comité d'entreprise, envoyé leurs enfants en colonie. Fermer l'usine, ce n'était pas seulement supprimer des postes, c'était démolir le décor d'une vie entière. On ne pouvait plus, désormais, retourner sur les lieux de sa jeunesse. Ces lieux allaient cesser d'exister. Raymond Lévy n'a pas trahi Billancourt. Il a exécuté une sentence prononcée bien avant lui, par l'histoire économique, par la géographie de l'île, par les chocs pétroliers, par la quasi-faillite de 1984. Il a signé le dernier acte d'une pièce écrite depuis longtemps. Mais quand on signe le dernier acte, c'est son nom qui reste au bas de la page. Et c'est ainsi que la fermeture de la plus grande usine de France est devenue, dans la mémoire, une décision, alors qu'elle fut, en vérité, l'aboutissement d'une longue érosion que personne, à ce stade, n'avait plus le pouvoir d'arrêter. Restait l'autre décision, celle qui touche au cœur de notre histoire, celle qui allait donner naissance à la rumeur. Il fallait, en même temps qu'on fermait l'île, décider du sort de la voiture qui y était née. Il fallait décider du sort de la 4L. Chapitre 11. Enterrer la 4L et la vérité sur le complot. Nous y voici, au point où l'histoire et la légende se séparent. Au moment où il faut, avec toute la précision dont nous sommes capables, répondre à la question posée par le titre même de ce film. Renault a-t-il délibérément détruit la voiture la plus vendue de France? La réponse est non. Et il faut expliquer pourquoi, point par point, parce que la vérité est plus intéressante que le mythe. Commençons par ce qui est vrai. Il est vrai qu'à la fin de l'année 1992, Renault a cessé de produire la 4L. Il est vrai qu'elle se vendait encore, notamment à l'étranger. Il est vrai qu'elle a été remplacée par des modèles plus modernes, plus complexes, plus difficiles à réparer soi-même. Tout cela est exact. C'est le socle de fait sur lequel la rumeur a bâti sa cathédrale. Mais la rumeur, elle, ajoute un mobile. Elle dit « Renault a tué la 4L exprès, pour piéger le client, pour l'obliger à passer par le garage, pour vendre des pièces et de l'entretien qu'une voiture réparable à la clé de 12 ne rapportait pas. » Elle imagine une décision cynique, prise dans un bureau, contre l'intérêt du peuple et pour le profit de la marque. Et cela, précisément cela, n'est étayé par aucune source, aucun document, aucun témoignage. C'est une histoire qu'on se raconte, pas une histoire qu'on peut prouver. Voici en revanche ce qui a réellement tué la 4L.
La première cause a un nom technique et une date. La norme anti-pollution européenne, qui rend le pot catalytique obligatoire sur les voitures neuves à partir de 1993. Le pot catalytique, c'est ce dispositif qui filtre les gaz d'échappement pour réduire la pollution. Mais on ne peut pas simplement le visser sous une voiture conçue 30 ans plus tôt. Pour qu'il fonctionne, il faut abandonner le vieux carburateur au profit de l'injection électronique, revoir toute la gestion du moteur, réétudier une large part de la mécanique. Or, la 4L reposait sur une plateforme dessinée dans les années 50. L'adapter aux normes de 1993 aurait exigé, en réalité, de réinventer la voiture, d'y investir des sommes considérables pour prolonger un modèle vieux de 30 ans dans une entreprise qui sortait tout juste de la quasi-faillite. Voilà le vrai coupable. Non pas un comptable machiavélique, mais une réglementation, parfaitement légitime au demeurant, destinée à faire respirer les villes. La 4L n'a pas été assassinée. Elle est morte de vieillesse, à l'instant précis où la loi lui a demandé de faire ce que sa vieille carcasse ne pouvait plus faire. Et notez bien ceci, ce n'était pas propre à Renault. Tous les constructeurs, à la même époque, ont dû enterrer leurs modèles anciens pour la même raison. Citroën a laissé partir la 2 chevaux quelques années plus tôt, exactement pour les mêmes motifs. Une génération entière de voitures simples, mécaniques, réparables, a disparu au tournant des années 90, non par complot, mais parce qu'une époque technique se refermait. Mettez-vous un instant à la place de l'ingénieur ou du gestionnaire qui, à la fin des années 80, doit trancher le sort de la 4L. Devant lui, 2 colonnes. D'un côté, le coût. Réétudier le moteur, adopter l'injection, refondre une partie de la structure d'une voiture née 30 ans plus tôt, tout cela pour prolonger de quelques années à peine un modèle en fin de course, dans une entreprise qui vient de perdre 12 milliards et demi de francs et qui doit compter chaque centime. De l'autre, l'alternative. Concentrer ses moyens sur la Clio, déjà lancée, moderne, primée, et sur la Twingo, déjà dessinée, déjà pensée pour les normes nouvelles. Aucun dirigeant sain d'esprit, dans cette situation, ne dépense une fortune pour sauver la voiture d'hier quand la voiture de demain attend sur la planche à dessin. Le sort de la 4L ne s'est pas joué dans un complot contre le peuple. Il s'est joué dans un arbitrage budgétaire, froid, ordinaire, du genre de ceux qu'on prend par dizaines dans toute grande entreprise. La banalité de cette décision est précisément ce que la légende ne peut pas accepter, car une mort banale console moins qu'un meurtre. La deuxième cause, c'est que Renault avait déjà les remplaçantes. En 1990, la marque lance la Clio, une voiture moderne, élue voiture de l'année, produite à Flins. Et en préparation, présentée au Mondial de l'automobile en octobre 1992, arrive la Twingo, cette petite voiture au visage rond et souriant, pensée elle aussi comme une voiture populaire pour une époque nouvelle, et équipée, elle, du pot catalytique. Renault ne tuait pas la 4L pour laisser un vide. Renault fermait un chapitre parce que le suivant était déjà écrit. La rumeur du sabotage n'est pourtant pas une simple bêtise qu'il faudrait balayer d'un revers de main. Et c'est ici que le narrateur doit être juste. Car si le complot est faux, le sentiment qui le nourrit, lui, est profondément vrai. Ce que ressentaient les amoureux de la 4L, ce qu'ils ressentent encore, c'est une réalité bien tangible. Oui, les voitures sont devenues, décennie après décennie, plus complexes, plus électroniques, plus impossibles à réparer soi-même. Oui, la clé de 12 ne suffit plus. Oui, le propriétaire d'aujourd'hui est de plus en plus dépendant de l'atelier, du diagnostic informatique, du logiciel. Cette dépossession du savoir-faire ordinaire, cette mise à distance de l'homme et de sa machine, est un fait réel du monde moderne. Et elle a touché toute l'automobile, imposée pour une large part par les normes de sécurité et de pollution, et par la marche même de la technique. La rumeur du sabotage, au fond, n'est pas une théorie sur Renault. C'est une manière, pour des gens qui aimaient une certaine idée de la simplicité et de l'autonomie, d'exprimer un deuil bien réel. Le deuil d'un temps où l'on comprenait sa voiture, où on la possédait vraiment, où on pouvait la réparer dans sa cour. Ils ont raison de pleurer ce temps-là. Ils se trompent seulement de coupables. Ce n'est pas un patron cynique qui le leur a volé, c'est le XXe siècle qui a tourné une page et le XXIe qui en a tourné une autre. Et pendant qu'on se disputait, bien plus tard, pour savoir si Renault avait tué une voiture
on oubliait la véritable perte. Car la vraie tragédie de cette histoire n'est pas la mort de la 4L. Une voiture, aussi aimée soit-elle, finit toujours par céder la place. La vraie tragédie, c'est ce qui mourait en même temps qu'elle, sur l'île, dans le silence des ateliers qui se vidaient. Un monde ouvrier, une communauté, une civilisation du travail. On a beaucoup pleuré la 4L, on a moins pleuré Billancourt. Et pourtant, c'est Billancourt qu'on a vraiment perdu. Renault a offert à la 4L une sortie digne, une série spéciale d'adieu, baptisée Bye Bye, 1000 exemplaires numérotés, produits en 1992, comme on tire son chapeau à une vieille amie. Mais la toute dernière Renault 4 de l'histoire ne descendra pas d'une chaîne française. Elle sortira, à la toute fin de l'année 1992, de l'usine de Novo Mesto, en Slovénie. Loin de l'île, loin de la sirène, loin des mains qui l'avaient inventée. Un exil discret pour la voiture du peuple français. Il faut mesurer ce que représentait, là-bas, cette fin. À Novo Mesto, on avait assemblé la 4L pendant près de 20 ans, plus d'1 demi-million d'exemplaires. Pour les ouvriers slovènes, elle n'était pas un symbole national français. Elle était leur gagne-pain, leur savoir-faire, leur fierté locale. Et c'est dans une Yougoslavie en train de se disloquer, au milieu des guerres qui ravageaient les Balkans au début des années 90, que la dernière descendit de chaîne. La voiture qui avait accompagné la France des 30 Glorieuses s'éteignait ainsi, à des milliers de kilomètres, dans un pays qui, lui-même, était en train de cesser d'exister. Il y a des symboles que l'on n'invente pas. La voiture de la stabilité et du progrès rendait son dernier souffle dans le chaos. Et cette délocalisation de la fin dit, elle aussi, une vérité sur l'époque. Car pendant que Billancourt fermait, la production automobile, elle, ne s'arrêtait pas. Elle se déplaçait. Vers des sites plus modernes, vers des pays où la main-d'œuvre coûtait moins cher, vers cette carte du monde industriel que la mondialisation était en train de redessiner. La 4L, née dans une usine posée sur une île au cœur de Paris, mourait dans une usine de l'autre bout de l'Europe. Entre les deux, tout un modèle industriel français avait commencé à se défaire. Silencieusement, sans qu'aucun plan, aucun décret, aucune décision unique n'emporta jamais l'entière responsabilité. Il restait maintenant à vivre le dernier jour de l'île elle-même. Et ce jour-là, une ultime ironie attendait Billancourt. Chapitre 12. L'effondrement ou le silence de la forteresse. Le printemps 1992. L'île Seguin vit ses dernières semaines. Il ne reste presque plus rien de la ruche. Les grands ateliers, jadis saturés d'hommes et de bruit, sont à demi déserts. Les effectifs ont fondu. Ceux qui sont encore là sont, pour beaucoup, des anciens, des hommes qui ont passé toute leur vie sur l'île et qui n'imaginent pas la quitter autrement que par la retraite. Ils travaillent au ralenti, dans des bâtiments qu'on prépare déjà à mourir. Chaque jour ressemblait à un adieu qu'on n'ose pas prononcer. Les machines qu'on démontait pour les transférer ou les vendre, les postes qu'on éteignait un à un, les allées où l'écho de vos propres pas résonnait désormais, là où, quelques années plus tôt, il fallait crier pour se faire entendre. Les hommes se parlaient à voix basse, comme dans une chambre de malade. Certains venaient plus tôt que nécessaire, restaient plus tard que demandé, non par zèle, mais pour rester encore un peu dans le seul lieu qui avait donné une forme à leur vie. On raconte que des ouvriers faisaient le tour des ateliers vides, le soir, pour graver leur nom quelque part, sur une poutre, sur un mur, pour laisser une trace. La dernière voiture sort le 31 mars 1992. Certaines sources situent l'événement quelques jours plus tôt, le vendredi 27 mars. La date officielle de fermeture retenue est celle du 31. Peu importe le jour exact. Ce qui compte, c'est ce que fut cette dernière voiture. Car, et c'est ici la grande ironie, celle qu'il faut dire clairement à l'écran, la dernière voiture sortie de l'île Seguin n'était pas une 4L. C'était une Super 5. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le film s'ouvre sur la légende d'une 4L délibérément assassinée. Et la réalité, c'est que la 4L n'est même pas morte à Billancourt. Elle avait déjà migré ailleurs. La dernière voiture de l'île,
l'ultime automobile à descendre du paquebot de Louis Renault après près d'un siècle de production, fut une Renault Super 5, une berline moderne de la gamme d'alors. La 4L et Billancourt, ces deux gloires qu'on associe si naturellement, ne sont même pas mortes ensemble. L'histoire, souvent, ne respecte pas les symétries que la mémoire voudrait lui imposer. On imagine la scène. Le dernier véhicule au bout de la dernière chaîne. Quelques hommes rassemblés autour. Une pancarte, peut-être, fixée sur la calandre pour marquer le moment. Des visages qui ne savent pas très bien quelle contenance tenir. Un ouvrier en bleu, un cadre en cravate, côte à côte, unis pour une fois par la même émotion muette. On applaudit sans doute, on se serre la main, et puis, quand la voiture s'éloigne, quelque chose que personne dans ces murs n'avait jamais entendu de sa vie de travail. Le silence. Une usine qui a produit pendant près d'un siècle possède une présence sonore particulière. Ce n'est pas seulement le fracas des presses ou le sifflement des outils. C'est un bourdonnement de fond, continu, fait du mouvement des hommes, de la ventilation, des machines qui tournent, une rumeur que les ouvriers cessaient d'entendre au bout d'une semaine et qu'ils ne remarquaient que le jour où elle s'arrêtait. Quand elle s'arrête, ce qu'on remarque d'abord, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence d'un silence qui n'a rien à faire là. Un silence qui a la mauvaise forme. Ce silence-là est tombé sur l'île Seguin au printemps 1992. Et il n'en est jamais reparti. Les syndicats, la CGT en tête, avaient tenté de résister, de retarder, de proposer des alternatives. Ils avaient organisé des réunions, alerté les élus, rappelé ce que Billancourt représentait pour la mémoire du pays. Certains anciens, qui avaient connu les grandes heures, les occupations, les défilés du 1er mai partis de l'usine, refusaient d'admettre que la citadelle puisse tomber comme cela, sans un dernier combat. Mais quelque chose avait changé, et pas seulement à Renault. Dans toute la France industrielle de ces années-là, les fermetures se multipliaient. La sidérurgie de Lorraine, les mines du Nord, les chantiers navals. Le mouvement ouvrier, jadis triomphant, était en recul sur tous les fronts. Il avait perdu ses grandes batailles, perdu ses effectifs, perdu la certitude qu'il avait portée. À Billancourt, les militants sentaient bien qu'ils ne défendaient plus seulement une usine, mais un monde entier qui refluait. Et l'on ne retient pas une marée avec des banderoles. On ne peut pas grand-chose non plus contre une sentence économique prononcée depuis des années dans une entreprise qui a failli disparaître sur un site que la géographie condamnait. Il n'y eut pas de grande bataille finale à Billancourt, pas d'occupation héroïque de 33 jours comme en 1968. La forteresse ouvrière ne tomba pas les armes à la main. Elle s'éteignit. Et c'est peut-être cela, le plus déchirant, que ce lieu de tant de combats flamboyants est fini non dans un affrontement, mais dans une extinction résignée. Les élus locaux, eux, avaient d'autres soucis. Fermer l'usine, c'était libérer des dizaines d'hectares de terrain en bord de Seine, aux portes de Paris, parmi les plus convoités de la région. Là où les militants voyaient une catastrophe sociale, d'autres voyaient déjà une opportunité foncière. Les discussions sur l'avenir de l'île commencèrent avant même que la dernière voiture n'en fût sortie. Pendant que les ouvriers vivaient un deuil, on planifiait déjà la renaissance immobilière du site. Cette simultanéité a quelque chose de brutal. Le corps n'était pas encore froid qu'on se disputait l'héritage. Les pouvoirs publics, de leur côté, accompagnèrent la fin plus qu'ils ne la combattirent. Il ne s'agissait plus de sauver l'usine, cela personne n'y croyait plus, mais d'organiser la sortie, de reclasser ceux qui pouvaient l'être, de gérer un deuil devenu administratif. La fermeture de Billancourt ne fut pas un scandale national comme le seront plus tard d'autres fermetures d'usines françaises. Elle fut presque un consensus mélancolique. Tout le monde savait que c'était la fin d'une époque, et personne ne savait comment l'empêcher, parce qu'au fond, plus personne ne pensait vraiment qu'on le pouvait. Les hommes sont partis avec leurs affaires, certains avec leurs outils personnels, ceux qu'ils portaient depuis des années dans les poches de leurs bleus de travail. Personne ne les a fouillés. Il n'y avait plus vraiment de raison de le faire. Les vestiaires se sont vidés une dernière fois. Les pointeuses ont enregistré leur dernier passage. Et les grilles de Billancourt, ces mêmes grilles qui s'étaient refermées sur les étudiants en 1968, ces grilles qui décidaient de qui entrait dans la citadelle, se sont refermées cette fois sur personne, sur le vide, sur un siècle de mémoire. Il faut suivre un instant
ces hommes au-delà des grilles. Car derrière le mot « fermeture », il y a autant de destins qu'il y avait de travailleurs. Il y eut ceux, les plus chanceux ou les plus jeunes, qu'on transféra vers d'autres sites, Flins surtout, où les grandes chaînes tournaient encore. Ils y retrouvèrent un emploi, mais pas leur monde. À Flins, ils étaient les nouveaux, ceux de Billancourt, avec leurs habitudes et leurs souvenirs d'un lieu que personne autour d'eux n'avait connu. On peut déménager une chaîne de montage, on ne déménage pas une communauté. Il y eut ceux qu'on mit en pré-retraite, arrachés d'un coup à la seule vie qu'ils avaient connue, et qui se retrouvèrent chez eux avec des journées trop longues et un silence trop grand. Il y eut ceux, immigrés, à qui l'on avait proposé une prime pour repartir, et qui hésitaient encore entre deux terres. Et il y eut ceux qui, tout simplement, ne retrouvèrent rien. Trop âgés pour être réembauchés, trop jeunes pour la retraite, coincés dans cet entre-deux que les statistiques du chômage comptabilisent froidement et que les hommes vivent comme une lente humiliation. Beaucoup, des années plus tard, décriront la chaleur de cette solidarité perdue avec la même précision que les anciens sidérurgistes décrivaient la chaleur des hauts fourneaux, comme la température même de leur jeunesse. Ils se souviendront des surnoms, des blagues d'atelier, du collègue qui vous couvrait quand vous arriviez en retard, du chef d'équipe qu'on maudissait et qu'on regretterait, des repas de midi où l'on refaisait le monde. Ils se souviendront que là, dans le vacarme et l'huile, ils avaient été quelqu'un. Membres d'un corps, maillons d'une chaîne qui avait un sens. Et qu'en franchissant ces grilles pour la dernière fois, ils n'avaient pas seulement perdu un salaire. Ils avaient perdu une appartenance. L'île, elle, resta là, vide, immense. Un paquebot échoué au milieu de la Seine, aux fenêtres brisées, aux ateliers déserts, gardant en son sein le fantôme sonore de tout ce qui s'y était fait, dit, crié, espéré. Pendant des années, le paquebot de Louis Renault demeura ainsi, ni vivant ni tout à fait mort, entre deux rives, attendant qu'on décide de son sort. Et ce qu'on décida, ce fut de l'effacer. Chapitre 13. L'après, ou l'architecture de l'oubli. D'une cathédrale industrielle dont plus personne ne veut, on ne fait qu'une chose. On la démolit. Au milieu des années 2000, entre 2004 et 2005, les bâtiments de l'île Seguin sont rasés. Le paquebot, achevé en 1937, cette merveille qui avait mis 20 ans à naître, disparaît en quelques mois sous les pelleteuses. Et pour la première fois depuis Louis Renault, l'île redevient ce qu'elle était avant lui. Une bande de terre nue au milieu du fleuve. On avait effacé l'usine, il restait à décider ce qu'on mettrait à la place. Le premier projet fut somptueux, et il échoua. Le milliardaire François Pinault, grand collectionneur d'art, imagina d'installer sur l'île une fondation d'art contemporain, un musée spectaculaire confié à l'architecte japonais Tadao Ando. Sur l'île où l'on avait fabriqué la voiture du peuple, on allait exposer les chefs-d'œuvre de l'art le plus rare, le plus coûteux, le plus éloigné du monde ouvrier. Mais le projet s'enlisa dans les lenteurs administratives et les incertitudes. Au printemps 2005, lassé, François Pinault y renonça publiquement et emporta sa collection ailleurs, à Venise, dans un palais au bord d'un autre fleuve, loin de la banlieue parisienne. L'île resta nue un peu plus longtemps. Puis les projets se succédèrent. L'architecte Jean Nouvel fut désigné pour coordonner l'aménagement de l'ensemble. Et sur la pointe de l'île, là où avaient rugi les presses, on éleva finalement un bâtiment d'une toute autre nature. La scène musicale. Une salle de concert. Conçue par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastine, financée en grande partie par le département des Hauts-de-Seine pour un coût de l'ordre de 170 millions d'euros, elle ouvrit ses portes au printemps 2017. Elle a la forme, dit-on, d'un vaisseau, comme un écho lointain, involontaire, au paquebot qui l'avait précédé. Sous une grande voile qui suit la course du soleil, on y trouve un auditorium, une vaste salle de spectacle, des espaces feutrés où le public vient écouter de la musique classique, des concerts, des artistes en tournée. Il faut le dire sans amertume, mais sans détour non plus. Là où 32 000 ouvriers assemblaient des voitures dans le vacarme et l'huile chaude,
on écoute aujourd'hui Mozart dans le confort et le silence. Là où la sirène déchirait le petit matin, une programmation culturelle accueille des spectateurs venus, pour beaucoup, d'autres quartiers, d'autres milieux. Ce n'est pas un mal en soi. Une salle de concert est une belle chose. La musique est une belle chose. Mais on ne peut pas regarder la scène musicale sans voir, en transparence, ce qu'elle a remplacé. Et sans mesurer la distance qui sépare le monde qui fabriquait de celui qui contemple. C'est cela, l'architecture de l'oubli. Non pas la brutalité qui détruit et laisse une ruine visible, un moignon qui rappelle la blessure, mais la substitution douce, élégante, qui recouvre la blessure d'une chose neuve et agréable, au point qu'on finit par oublier qu'il y avait là une blessure. L'île Seguin n'est pas un lieu de mémoire ouvrière. C'est un lieu où la mémoire ouvrière a été proprement, poliment effacée. Le visiteur qui arrive aujourd'hui pour un concert ne sait presque rien de la sirène, des 3-8, des grilles closes de 68, des colonies de vacances. Il vient écouter de la musique sur une île, sans savoir qu'il marche sur les fondations d'un siècle de travail. Autour, le quartier a changé de nature. Sur les terrains de l'ancienne usine, à Boulogne-Billancourt, se sont élevés des immeubles de bureaux, des logements, des espaces tertiaires. Là où l'on comptait les ouvriers par dizaines de milliers, on compte désormais des employés de bureaux, des cadres, des habitants d'un quartier requalifié, apaisé, plus calme. Renault, l'entreprise, existe toujours, bien sûr. C'est aujourd'hui un grand groupe automobile mondial. Mais Renault-Billancourt, l'usine, le berceau, la forteresse, n'est plus qu'un nom sur les plaques et dans les livres. Le lieu qui donnait son surnom à toute une histoire sociale française est devenu une adresse comme une autre. Quant aux ouvriers, ils ont vieilli. Ceux de Billancourt se retrouvent parfois lors de commémorations, d'anniversaires, de rassemblements où l'on ressort les photographies jaunies. Ils racontent l'usine à des enfants et des petits-enfants qui ont du mal à imaginer ce que fut ce monde. Et à mesure qu'ils s'éteignent, un à un, c'est la mémoire vivante de l'île qui s'éteint avec eux. Cette mémoire que nul auditorium, si beau soit-il, ne restituera jamais. Chapitre 14. Ce qui reste. Alors, que reste-t-il de la voiture du peuple et de l'île qui l'avait fait naître? Il reste les 4L elles-mêmes, par dizaines de milliers à travers le monde, chéries par des passionnés qui les restaurent, les entretiennent, les font rouler encore. Sur les routes, on en croise toujours, jaunes, bleus, beiges, avec leurs silhouettes dissymétriques et leurs leviers à la canne de parapluie. La voiture qu'on disait morte roule encore, précisément parce qu'elle avait été conçue pour être réparable. Cette même simplicité qui devait, selon la légende, causer sa perte, est ce qui l'a fait survivre. Il reste le grand rallye étudiant, né à la fin des années 90, cette aventure qui lance chaque année, à travers le désert marocain, un millier de 4L, conduites par des jeunes gens qui n'étaient pas nés quand la production s'est arrêtée. Ils acheminent du matériel scolaire vers des enfants du sud du Maroc. Ils tombent en panne, réparent, s'entraident, dans l'esprit exact de la voiture qu'ils conduisent. La 4L, qui avait motorisé une France laborieuse, continue ainsi de transporter, 2 générations plus tard, quelque chose comme de la générosité. Ce n'est pas rien pour une voiture qu'on prétendait assassiner. Et il reste, enfin, une dernière ironie, la plus troublante de toutes. Car Renault a fait renaître le nom. En dévoilant il y a peu une nouvelle Renault 4, un petit véhicule urbain, entièrement électrique, aux lignes qui saluent de loin l'ancêtre. Elle est bardée d'électronique, pilotée par des écrans, connectés. Sa batterie ne se répare pas dans une cour, un dimanche, avec une clé de 12. Elle coûte, dans sa version d'accès, autour de 30 000 €, une somme qui, rapportée au pouvoir d'achat, n'a plus rien de la voiture du peuple que Pierre Dreyfus avait voulu. La descendante de la voiture réparable est une voiture qu'on ne peut, précisément, plus réparer soi-même. Regardez bien ce retournement. La légende disait que Renault avait tué la 4L simple pour vendre des voitures complexes qu'on ne peut pas réparer. La légende était fausse. Et pourtant, 30 ans plus tard, le monde a produit, sans complot, sans décision malveillante, par la seule marche des normes et de la technique, exactement le résultat que la légende redoutait. Une automobile qui porte le nom sacré de la 4L
et qui incarne tout ce que la 4L n'était pas. Non par cynisme, par époque. C'est plus troublant qu'un complot et infiniment plus vrai. Il y a près d'un siècle, un homme a construit une usine sur une île, au milieu d'un fleuve. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes y ont bâti leur vie et une voiture aimée du monde entier. Aujourd'hui, l'usine a disparu, l'île porte une salle de concert, et la voiture renaît sous une forme que ses créateurs ne reconnaîtraient pas. La sirène ne sonne plus. Les grilles ne s'ouvrent ni ne se ferment sur personne. Et là où l'on forgeait, pour le peuple, un objet simple et durable, on écoute désormais de la belle musique, dans un beau bâtiment, sur une île qui a oublié son nom. La 4L, elle, roule toujours. C'est peut-être la seule chose, dans toute cette histoire, qui ait tenu sa promesse.